Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage pour notre émission Politique à la ferme. Alors c'est vrai que la question que l'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une PAC en 2020 ? Alors c'est vrai que quand on voit la difficulté des Européens à se mettre d'accord, par exemple sur la géopolitique, quand on voit leur difficulté à se mettre d'accord sur la question des migrants, quand on voit qu'il a été très difficile déjà lors de la dernière discussion de se mettre d'accord sur le budget de l'Europe, on peut se demander si en 2020 il y aura encore une Europe, est-ce qu'il y aura encore un budget européen, est-ce qu'il y aura encore une politique agricole commune. Et pour en parler, c'est le débat, on va démarrer de suite par ce débat. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Andrieux, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes député donc européen et puis vous représentez le Parti socialiste, vous êtes vice-président de la commission de l'agriculture et du développement rural. Pierre Pachès, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes président du CNIS notamment et puis vous êtes aussi président et fondateur de Montmagri, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Rappelez en deux mots, Montmagri c'est? Mouvement pour l'Organisation mondiale de l'agriculture. Voilà. Alors, la question est simple. Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura une PAC en 2020, monsieur le député européen? Écoutez, on n'est jamais sûr de rien. La certitude, c'est pas fondé. Par contre, moi, je fais partie des députés, des acteurs citoyens européens qui sont convaincus qu'il y aura encore une Europe encore plus forte en 2020 et qu'il y aura une politique agricole commune en 2020. Je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'aura rien de commun avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons une PAC de transition, pour le moins, dans celle qui s'exécute actuellement, mais que la PAC de 2020 devra prendre en considération, entre autres, les éléments de crise que nous vivons aujourd'hui, et que la forme qu'elle aura en 2020 sera totalement différenciée. Mais si je suis agriculteur ici, dans le Massif central, par exemple, et je sais que la PAC, c'est quoi, 20% peut-être d'une partie de mon revenu, enfin une partie conséquente de mon revenu, est-ce que je suis sûr qu'après 2020, il y aura toujours une partie du revenu qui viendra de l'Europe? Si vous voulez, c'est la question de fond que nous avons engagée au sein du Parlement par rapport à la question, ou au regard de la question du modèle agricole. Moi, je pense qu'il n'y a pas un modèle d'agriculture, qu'il y a des modèles d'agriculture. Et ce que je suis enclin à penser aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas forcément indispensable que la politique publique agricole accompagne l'ensemble des modèles agricoles. Et qu'ici, dans le Massif central, s'il y a bien un modèle agricole qu'il faudra soutenir, quoi qu'il en soit, si tant est qu'on décide que la vie est possible sur tous les territoires de l'Union, c'est bien dans ces territoires-là. Et qu'effectivement, peut-être, il y aura des aides différenciées en fonction de celles et ceux qui choisiront l'agro-industrie, donc voilà, ou les agricoles, et c'est les ceux qui choisiront de l'agriculture, sur les territoires, comme on les a ici, donc dans le Massif central. Ce qu'on pourrait appeler une politique agricole à la carte? Je pense que c'est une des questions. Aujourd'hui, ça reste un questionnement. Mais dans tous les cas, on voit bien aujourd'hui, les politiques mises en œuvre ne répondent pas à une question majeure que rassemble l'ensemble des acteurs, qui est la question de la volatilité. Et que les modalités mises en œuvre aujourd'hui doivent être réajustées au regard d'une réalité géopolitique, à la fois qu'elle soit locale, européenne ou mondiale. Et que ça interroge les acteurs professionnels et politiques que je représente ici sur la question du modèle. C'est-à-dire à quel type de société on aspire et de fait à quel type d'agriculture on aspire. Et c'est l'objectif commun que nous devrons définir ensemble qui déterminera les moyens à mettre en œuvre et les outils à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, force est de constater que les outils que nous avons mis en œuvre là ne sont pas adaptés à une réalité géopolitique et économique de l'ensemble de nos territoires. Pierre Pachès, j'ai oublié de dire que vous êtes aussi agriculteur. En tant qu'agriculteur, comment vous percevez ces évolutions probables ou possibles? Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est qu'en fait, l'agriculture a multifacettes. C'est d'abord de l'économie et donc de l'emploi. Et si on fait les calculs un peu de manière transversale, c'est en gros 15% des produits bruts intérieurs de la France ou de l'Allemagne. Donc secteur économique important pour ailleurs d'emploi. C'est aussi bien sûr du territoire, puisque nous exerçons, nous les paysans, notre activité dans l'espace. C'est du territoire, c'est aussi sans doute de l'alimentation. Et nous sommes la zone au monde qui a la plus grande qualité sanitaire des aliments. Et bien entendu, c'est aussi de manière plus globale de la géopolitique. Alors ce que je voudrais dire, premièrement, je souhaite que nos élus politiques, quels qu'ils soient,
est une vision d'avenir de nos différents pays de la zone Europe. Il n'y a pas de rayonnement politique si nous n'avons pas d'indépendance alimentaire. Or, M. Andrieux parlait d'un certain nombre de choix, il a raison. Sauf qu'aujourd'hui, si je regarde un peu de l'extérieur, un certain nombre de choix sont déjà faits. Puisque nous sommes en train de négocier des accords de libre-échange avec le Canada, c'est fait. Nous sommes, bien entendu, au niveau de l'Europe, dans le cycle de Doha, et nous sommes aujourd'hui en train de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, j'étais avec le ministre du Commerce extérieur pour avoir un peu un point d'étape de ces négociations, même si je sais que, bien entendu, tout le monde est loin d'être unanime, mais c'est une compétence déléguée au niveau de l'Europe. Or, nous allons être en concurrence directe quand les accords seront signés, mais pour le Canada, c'est déjà fait, pour la viande de porc, pour le lait et pour les grandes productions. Ça veut dire que tous les grands pays avec lesquels nous sommes en train de signer des accords de libre-échange, ou plus globalement, toutes les grandes zones agricoles du monde ont des politiques agricoles et des politiques agricoles qui sont connectées à la production. Et le dernier choix de la PAC, sous influence de l'OMC, ça a été de découpler l'aide, enfin l'aide qui est une subvention in fine aux consommateurs, hein, qu'on s'entende bien. Donc de découpler le budget agricole de l'acte de production. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de politique agricole puisqu'elle est devenue environnementale. Et que la politique agricole qui était la seule qui était commune, la seule qui codifiait la circulation des marchandises avec un prix unique en Europe, a été, ou commence à être, a déjà été en partie renationalisée. Comment pouvons-nous vouloir bâtir une Europe politique avec pour base donc une organisation qui le soit aussi et qui touche les grands secteurs, alors que la seule politique qui était véritablement intégrée était la politique agricole et nous sommes en train de la démanteler. Alors moi je souhaite, et ça rejoint là ce que nous essayons de faire dans le cadre de Montmagny, je souhaite qu'on remette un peu de sens et de bon sens à cette vision agricole de l'Europe. Parce que les marchés agricoles ne sont pas des marchés comme les autres. Un, c'est de la géopolitique, je l'ai dit. Deux, leur instabilité que l'on découvre, elle est intrinsèque. Pourquoi elle est intrinsèque? Parce que vous n'avez pas d'élasticité de la demande, même si l'alimentation baisse, vous ne mangez pas 3 fois. Donc pas d'élasticité de la demande. Et donc la fluctuation des marchés est liée autant à la fluctuation des assolements à l'échelle de la planète, auxquels se rajoutent les aléas climatiques et auxquels se rajoute maintenant la spéculation. Donc quand vous avez ces 3 grands paramètres, l'agriculteur dans sa ferme que je suis, il devient complètement vulnérable, quelle que soit sa production, et je dirais presque quel que soit le modèle. Moi, je fais de l'agriculture céréalière. Aujourd'hui, le prix du maïs calé sur le prix mondial fait que mon compte maïs sera déficitaire dans ma ferme. Et donc, voilà, partout ailleurs, vous avez un couplage entre le niveau de prix et de prix international qui sert de référence et le minimum donc, de prix qui assure cette visibilité aux paysans. C'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis d'une certaine manière par des subventions directes, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde, là par le soutien du marché. Donc toutes les grandes régions du monde ont une politique agricole couplée à la production, et ce qui n'est plus le cas en Europe. Et nous ne serons jamais une grande nation ou une grande union des États, y compris sur le plan politique, si nous ne gardons pas notre indépendance alimentaire. Et je termine juste en disant que nous ne sommes plus en Europe à l'autosuffisance. Éric Andrieux, on a reçu beaucoup de politiciens, de politiques sur ce plateau durant ce sommet. Il y en a eu beaucoup qui sont venus, peut-être à la période des élections aussi. On a senti chez tous les politiques, quand je leur posais la question aujourd'hui, on est à un tournant. C'est vrai que l'agriculture, peut-être pisanienne, telle qu'elle avait été pensée dans les années 60, peut-être qu'il faut tourner la page, peut-être qu'elle est remise en cause, peut-être que les problèmes en lien avec les coopératives, la crise du porc, tout ce qu'on a eu cet été, doit obliger aujourd'hui à repenser une vision pour l'agriculture.
Et concrètement, les politiques comme les syndicalistes ont quand même reconnu qu'aujourd'hui, il nous manquait cette vision. Il nous manquait peut-être un Michel de Baptiste côté syndicat et peut-être qu'il nous manquait un Pisani côté gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on n'est pas encore plus dans le défaut de vision pour l'agriculture ? Ah oui, je crois que vous pointez une question essentielle. C'est ça, quand je fais partie de ceux qui posent au Parlement la nécessité du débat sur la définition du modèle agricole, donc c'est ça dont il est question. Aujourd'hui, la vision, on l'a encore dit ce matin au niveau des professionnels, ultralibérale de l'agriculture telle qu'elle est conduite, conduit à un échec. Et moi je pense qu'il faut qu'on ait le courage de sortir du déni de réalité. Après 55 ans de politique commune, mettons des éléments d'analyse et de constat. Est-ce qu'on a répondu à la question de la qualité alimentaire ? Je ne suis pas convaincu de ça, et on le voit aujourd'hui dans l'écrit, de la question sanitaire. Est-ce qu'on a répondu à la question environnementale, quand on parle des sols, quand on parle de l'eau, quand on parle de l'air? Il faudrait qu'on s'interroge précisément avec des éléments de mesure pertinents. Est-ce qu'on a répondu par rapport aux objectifs sur les questions de l'économie territoriale? Est-ce qu'il y a plus d'emplois créés dans l'agriculture de montagne, de piémont, de plaine qu'il y en avait il y a 55 ans? Je ne suis pas sûr qu'on ait atteint nos résultats. Donc, il faut savoir de quel type d'agriculture l'on veut, quel type d'économie territoriale nous voulons pour définir le modèle. Et c'est en ce sens-là où on voit bien les limites d'une vision ultralibérale telle qu'on l'a conduite aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, je le dis collectivement, pointer les objectifs pour y amener des réponses en termes de moyens et d'outils. C'est ça, je pense, qui est l'enjeu qui est devant nous. Et nous avons aujourd'hui au sein des instances de l'Union européenne, dans le Parlement en particulier et la Commission européenne, des différends avec notre commissaire qui ne veut pas entendre, me semble-t-il, la réalité du moment que nous rencontrons en matière de crise agricole. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité de poser des actes politiques, ça vient d'être dit par M. Pagès, en termes de perspective. Et qu'effectivement, ça nous appartient de donner une ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique publique, ça a été dit. La PAC, comme les réponses à la crise immédiate, les 500 millions d'euros, ne répondent pas à des approches politiques ou stratégiques. C'est qu'on redistribue les crédits publics. Mais si le seul simple fait de redistribuer les crédits publics répondait à la question de la problématique agricole, nous le saurions. C'est pas de ça dont il est question. Et que la limite du découplage, nous le voyons bien aujourd'hui, dans les faits, montre bien qu'il faut qu'on aille vers une vraie ligne politique, vers des vraies questions. Alors la question qui nous est posée, c'est de savoir, si on pose la question du modèle, est-ce que oui, il y a la capacité de produire une politique commune à l'échelle de l'Union aujourd'hui à 28, ce qui n'était pas le cas à l'origine de la politique agricole commune, mais on ne pourra pas passer à côté de ce débat-là si on veut avoir un véritable avenir au modèle agricole au pluriel. Pierre Pagès, vous avez parlé de souveraineté alimentaire. C'est quand même assez simple, on voit ce que ça veut dire. Si on a faim, on ne peut pas décider, on ne peut rien faire. Enfin, en clair, c'est ça. La géopolitique actuelle montre les tensions entre la Russie, entre les Américains, entre ce qui se passe au Moyen-Orient. On sait qu'on est dans une situation de quasi-guerre internationale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le monde politique, ou peut-être les décideurs à l'échelon européen, à l'échelon national, n'arrivent pas à intégrer cette douleur de la faim? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en Europe, heureusement pour nous, depuis la dernière guerre mondiale, plus personne n'a eu faim. Et donc l'abondance dont nous profitons aujourd'hui, plus personne ne sait à qui on la doit. Mais vous avez parfaitement de souligner que là où il y a instabilité alimentaire, il y a instabilité politique, il y a instabilité tout court. Daesh en Syrie s'est emparé des grandes vallées de production céréalière et a progressé politiquement uniquement parce qu'ils ont d'abord investi la région céréalière de ce pays. Et donc ils détiennent une partie des clés de l'alimentation, ce qui leur reste des atouts pour poursuivre leur idéologie et leur façon de voir évoluer le monde musulman. Bon. Et donc, à chaque fois, de toute façon, je dis des fois en slogan, ce qui n'en est pas un, nous ne bâtirons pas la stabilité du monde sur le chaos des marchés agricoles. Et donc, dès lors, l'Europe n'est pas dépendante sur le plan alimentaire. Si on fait la balance globale,
elle est déficitaire d'environ 25 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la surface française. Ce qui n'est pas rien. Mais aujourd'hui, plus personne n'en a la conscience. Nous avons, à l'échelle internationale, le problème des pays en développement. Pas de pays développé sans commencer par développer l'agriculture. Le challenge de 2050, nous le relèverons avec l'ensemble des agricultures de la planète. Et donc c'est bien la participation que de chacun, avec, voilà, peut-être une instance internationale qui s'occupe de l'agriculture et de l'agroalimentaire et qui fait quelques règles pour faire en sorte que par grande zone, chacun des agriculteurs ait un minimum de visibilité pour qu'il optimise son moyen de production, je dirais, quelle que soit sa taille. Bon, parce que si vous êtes... alors, c'est vrai qu'il y a différents créneaux d'agriculture. Il y a celle de proximité qui peut jouir finalement d'une proximité du consommateur et qui peut bénéficier, qui a moins d'intermédiaires. Vous avez l'agriculture des signes de qualité qui peut bénéficier d'une certaine plus-value. Et puis vous avez, et c'est 85% de la production de denrées de base qui sert de sécurité alimentaire. Et c'est bien cette vision d'ensemble qu'il faut que nous soyons en capacité de résoudre avec une vision politique qui nous permettra finalement de répondre tant en Europe qu'à l'international aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Pierre Pagès, Éric Andrieux, merci pour ce débat. Alors maintenant, on va changer totalement de sujet. On est à la partie magazine de l'émission. J'ai fait un focus sur 2 initiatives durant ce salon et j'ai envie d'en parler. Il s'agit de Nathalie Denier, bonjour. Il faut prendre le micro. Alors, d'autant plus que vous avez la voix un peu prise, peut-être à cause de nous, parce que vous avez votre stand juste à côté. Vous êtes conseillère emploi formation à la PECITA. La PECITA, vous facilitez les rencontres entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. Et vous avez fait des speed dating, enfin des job dating dans ce cas-là, qui permettent de faire rencontrer des demandes et des offres d'emploi. Ça a bien marché ? Ça a très bien marché cette année. Des chiffres. Les chiffres, on avait 13 entreprises présentes. Au niveau des rencontres candidats, il faudrait que je fasse encore mes totaux, mais on avait quand même pas mal de candidats. Pour vous donner un repère, l'année dernière, on n'avait que 7 entreprises, donc on a quasiment doublé. Doublé, bravo. Voilà. C'est le job dating, le principe, c'est une rencontre express, 15 à 20 minutes entre un candidat et un employeur. Donc les employeurs s'inscrivent en amont, nous présentent les offres et nous on leur met une salle à disposition et après on recherche des candidats pour pouvoir les présenter à ces entreprises. Ils sont rencontrés, ils vont signer ou pas ? En général, c'est juste une première rencontre, un premier contact pour déjà savoir si ça peut correspondre aux attentes de l'employeur et du candidat. C'est vraiment une discussion et un échange entre les deux. On a des employeurs qui sont très contents et qui vont recontacter des candidats dès la semaine prochaine pour leur proposer des entretiens plus longs. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. Puis merci. Blandine Bonnière, bonjour. Alors vous avez profité de ce sommet pour lancer une opération. Laquelle ? La grande campagne de communication Ma vache, mon maïs fourrage et moi. L'objectif ? L'objectif, alors communiquer maïs fourrage associé à l'alimentation animale. Le maïs fourrage, il faut savoir que c'est une culture qui est source de sécurité et de productivité aujourd'hui pour l'éleveur, pour son troupeau, qui est source de sécurité aussi économiquement. Mais c'est une culture qui a aussi été un peu banalisée. Et l'idée, c'est de remettre la place majeure qu'est cette culture aujourd'hui, autant par la sécurité qu'elle garantit au sein d'une exploitation agricole, et aussi de remettre au cœur l'innovation qu'il y a eu et la recherche qu'il y a eu sur les 20-50 dernières années en termes de progrès génétique sur le maïs fourrage. D'accord, c'est une communication de qui et par qui ? Alors, c'est une campagne de communication qui réunit toute la filière semences maïs autour des 3 organismes que sont l'UFS, le CNIS et la GPM. C'est une grande campagne de communication, on peut dire, qui s'inscrit sur une période de 3 ans, qui a démarré l'année dernière et dont le cœur du dispositif est de donner la parole aux éleveurs, qui sont d'ailleurs fiers de témoigner aux côtés de leurs vaches pour parler de cette réussite finalement qu'est le progrès génétique du maïs fourrage en France. 3 grands messages dans cette campagne de communication. Productivité permise par le maïs fourrage. On a notamment fait le parallèle entre l'augmentation du rendement du maïs fourrage et l'augmentation du rendement laitier.
productivité aussi en termes de qualité grâce au bien-être animal transmis par la meilleure digestibilité, la meilleure appétence du maïs fourrage. Le deuxième gros argument, c'est la sécurité du stock fourrager, parce que le rendement du fourrage maïs est, même en cas d'année un peu agronomiquement compliquée, 2015 l'illustre, relativement stable. Et la troisième, facilité pour l'éleveur dans le rationnement et dans le gain d'autonomie. Et ça, c'est les éleveurs qui le disent dans Ma vache, mon maïs fourrage et moi. 2 grands supports, et notamment à poursuivre sur la page Facebook qui est sortie le 1er octobre. Bon, félicitations à bonne communication. Pour finir, Fabrice Berton, vous êtes le commissaire général du sommet de l'élevage. Oui. Alors, c'était un sommet un peu particulier. Malheureusement, il y a eu une invitée de dernière minute qui est la FCO, qui a perturbé grandement. Alors, on a fait des émissions, peut-être vous n'avez pas osé le dire, mais moi je le dis, c'est vrai que l'information a été faite au dernier moment. Ça vous a compliqué la vie quand même de savoir est-ce que vous pouviez amener ou pas les bêtes. Donc, c'est vrai que ça a été une édition très particulière, mais ça ne s'est pas trop mal déroulé. On va dire qu'on va se satisfaire du bilan, mais tout le monde comprendra que d'être amputé des concours de bovins, ça nous a fait très mal et ça restera gravé dans les annales. Et on espère que jamais plus on trouvera les solutions pour que ça ne se reproduise pas. Alors satisfaisant parce que finalement le nombre de visiteurs aura baissé. Ça sera une baisse qui va se situer entre 15 et 20%. Et comme on avait des scénarios qui étaient pires que ça, donc c'est une satisfaction relative. Mais je vous dis, d'être amputé de son âme, de son cœur, parce que c'est ce qui caractérisait le sommet de l'élevage. Hein. Il n'y a aucun autre événement en Europe qui a autant de présentations animales en quantité et en qualité. Donc c'était notre caractéristique. Et j'espère, là je lance un peu un appel aussi au service public, là, pour qu'on trouve les moyens dans l'avenir de gérer ce genre de crise, non seulement d'ailleurs pour notre événement, mais également pour les éleveurs. Je pense que la réglementation doit évoluer pour qu'on puisse gérer cette maladie d'une autre façon, compte tenu des conséquences commerciales pour l'ensemble de la profession. C'est vrai que quand on regarde, il y avait des bâtiments où tout était prêt, tout était installé, enfin, il manquait que les animaux. Oui, et puis derrière les animaux, il faut penser aux quelques 1000 éleveurs exposants qui, pour certains, c'était la 25e édition, donc c'était une réunion aussi un petit peu familiale. Depuis 25 ans, les gens avaient l'habitude de se retrouver dans la convivialité et aussi pour faire les affaires. Donc je salue d'ailleurs la réactivité des éleveurs, parce que c'est grâce à eux et à leur organisation qu'on a pu pallier à ce manque d'animaux par l'affrètement de 52 bus pour aller dans les visites. Donc vous voyez, en quelques jours, ils ont tous réagi. Et ça a permis aux quelques 4000 visiteurs étrangers de pouvoir quand même aller visiter le fleuron de nos races. Bon, c'est un palliatif, ça ne remplace pas, mais on a sauvé l'essentiel. Et là, on va faire l'articulation sur le positif, parce que moi, j'ai senti quand même dans les allées des gens qui étaient solidaires, qui étaient motivés, qui avaient envie que quand même ça se fasse, ça se déroule. C'est vrai que dans le hall derrière, il y a toujours eu du monde quand même autour des institutionnels, voire des tracteurs, enfin un peu dans tous les secteurs. Si vous étiez dans une dynamique qui progresse, vous restez toujours, même s'il peut y avoir à un moment donné une marche qui descend, ça n'empêche que vous continuez, vous allez vers plus d'internationalisation. Oui, bien sûr, c'est un axe qui a été défini, un axe de développement qu'on va continuer. Et puis, donc, déjà, j'annonce que on a mis un genou à terre par des circonstances indépendantes de notre volonté, mais vous en faites pas, l'échec d'une année doit être suivi d'une réussite exceptionnelle l'année suivante. Donc l'an prochain, on a décidé d'investir le Zénith et toutes les races bovines viande seront présentées dans cet écrin. Donc ça nous permettra d'agrandir les espaces d'exposition. On va investir, ça sera aussi le 25e anniversaire du sommet, donc on veut marquer le coup. On investira donc dans la promotion, et notamment à l'international, pour qu'on puisse enregistrer un cran supplémentaire. Et nous espérons atteindre les 5000 visiteurs l'an prochain, étrangers. Et puis, il y a eu beaucoup de politique. Les élections régionales étaient peut-être pour quelque chose. Ils sont venus convaincre les agriculteurs, plus ou moins. Oui, je vous laisse le juge. Enfin, ils sont venus, du moins. Après, est-ce qu'ils ont convaincu ? Là, c'est à chacun d'en décider et au moment voulu de montrer son choix. Et le ministre de l'Agriculture est venu.
Oui. Et là, c'était aussi un peu improvisé quand même, là, au final. Pardon, je sais pas. Le ministre de l'Agriculture est venu. Et c'est vrai que c'était un peu improvisé quand même. On a senti qu'il est passé Improvisé, rapidement. disons que ça restera pas dans les annales des grandes visites ministérielles, puisque le ministre n'a pas vraiment tenu à visiter le sommet. Par définition, il n'y avait pas d'animaux, donc il n'y avait pas grand-chose à visiter. Mais il y a quand même eu une rencontre avec les responsables professionnels et des débats, certes un peu tendus, ont eu lieu. Mais bon, Mais ça s'est bien passé. Voilà. Il y a Mais pas eu de le chemise sommet arrachée. reste quand même avant tout un rendez-vous économique, mais aussi un rendez-vous politique dans le bon sens du terme, puisque c'est l'occasion pour l'ensemble des responsables, régionaux mais aussi nationaux, de rencontrer les décideurs de notre pays. Bon, mais en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir accueilli TV Agri durant 3 jours ici sur ce plateau. On a été très bien installés, très heureux de partager avec tous les autres stands autour ces moments, des moments qui ont été forts. On a reçu beaucoup de personnes, on a balayé beaucoup de débats. On a travaillé, on les remercie d'ailleurs, en collaboration avec les équipes de France 3, de Campagne TV. On a regroupé différents médias. Je tiens bien sûr à remercier toutes nos équipes techniques qui ont participé à toutes ces émissions. Et puis bien sûr à vous tous, nos invités, d'être venus tous les jours répondre à toutes ces questions. Et je vous souhaite une très bonne prochaine édition. Merci, vous êtes ici chez vous. Merci. À l'année prochaine. Mesdames, messieurs, merci beaucoup et merci aussi à vous de nous avoir suivis durant toutes ces journées. Merci.